Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Parlons Sciences organisé par Centre Sciences. Cette émission a pour objectif de valoriser les acteurs de la culture scientifique en région Centre-Val de Loire. Nous aborderons différentes thématiques avec des intervenants très variés, allant du chercheur à l'enseignant, aux étudiants jusqu'aux médiateurs scientifiques. Durant ce live, vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez. N'hésitez pas à utiliser le chat. Pour notre premier rendez-vous, nous accueillons Olivier Morand, directeur de Centre Sciences et médiateur scientifique. Bonjour Olivier. Bonjour Priscilla. Alors Olivier, de quoi allons-nous parler cette semaine? Alors, nous allons parler mathématiques. Alors, pourquoi mathématiques? Parce que traditionnellement, à cette période de l'année, nous organisons un stage qui est destiné à accueillir des jeunes lycéens de seconde pour découvrir le monde des mathématiques et le monde de la recherche en mathématiques. Alors, pour cela, on a des enseignants-chercheurs en mathématiques de l'Institut Denis Poisson, Université d'Orléans, Tours et CNRS, qui interviennent et qui font des présentations de problèmes de recherche en mathématiques pour ces jeunes élèves, de façon à pouvoir les orienter vers de futures carrières scientifiques. D'accord. Alors, pendant ce stage en mathématiques, les élèves peuvent également découvrir d'autres activités d'animation, des activités notamment autour de l'astronomie. Et ça va être l'objet de mon intervention, de façon à pouvoir lier astronomie et mathématiques. Ouais, alors, astronomie, c'est très très vaste. Alors, de quoi tu vas nous parler? C'est très vaste l'astronomie et on va parler plus particulièrement des planètes. Pourquoi? Parce qu'habituellement, on fait faire des observations avec nos partenaires FRMJC et Astrocentre Orléans. On observe les planètes avec un télescope. Et bien là, cette fois-ci, on ne peut pas observer les planètes, mais on va essayer d'expliquer au public présent, mais également aux jeunes présents, ce que sont les mouvements des planètes et les lois mathématiques qui régissent ce mouvement des planètes. Très bien. Je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Alors, on va parler mathématiques, mais je vous rassure tout de suite, pas de formule, juste aborder les principaux concepts mathématiques qui permettent de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors, rapidement, pour planter le décor, nous savons tous ou nous avons appris qu'il existe ce qu'on appelle un système solaire, c'est-à-dire un système centré sur le Soleil, autour duquel tournent des objets, des corps célestes. Il existe principalement les planètes, il y en a 8, de Mercure à Neptune. Il existe également des planètes naines, au-delà de Neptune, dont Pluton par exemple est le premier représentant, et puis tout un cortège d'objets un peu caillouteux, rocheux, glacés, que l'on appelle soit les astéroïdes, soit les comètes. Et tout ceci constitue ce qu'on appelle le système solaire. Et tous ces objets sont en mouvement dans le système solaire. Et un mouvement bien particulier, puisque pendant très longtemps, on a cru que ce mouvement était exclusivement centré sur la Terre. C'est ce qu'on a appelé le géocentrisme. Ça date d'un héritage grec d'il y a plus de 2000 ans. C'est Ptolémée qui nous a introduit cette notion de système géocentrique, et ce système est resté, a perduré pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'au milieu du XVIe siècle, un certain nombre de savants, dont Nicolas Copernic, polonais, viennent un peu modifier et proposer un autre type de modèle qu'on a appelé l'héliocentrisme. C'était la révolution dite copernicienne. Alors à partir de là, plusieurs savants ont adopté ce système héliocentrique, notamment Tycho Brahe, qui a construit un système un petit peu bâtard entre les deux, et puis un autre astronome, mathématicien, Johannes Kepler, qui va justement proposer des lois mathématiques permettant de mieux comprendre ce modèle et ce mouvement des planètes, parce qu'en utilisant un modèle purement circulaire, on se rend compte que le mouvement des planètes ne correspond pas du tout à ce que l'on observe dans le ciel. Il faut donc trouver un autre mouvement, et Kepler, en 1609, a proposé tout simplement de nouvelles lois mathématiques qui permettaient de comprendre ce mouvement des planètes. C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ces trois fameuses lois qui ont été dictées en 1609 et 1619. Alors, première loi. La première loi de Kepler, c'est ce qu'on appelle la loi des orbites. Loi des orbites. Alors, qu'est-ce qu'une orbite? Une orbite, c'est tout simplement la trajectoire de la planète autour du Soleil, ou trajectoire d'un satellite, comme la Lune par exemple, autour de la Terre, ou d'un satellite artificiel également autour de la Terre. Alors que nous dit cette loi des orbites? Elle nous dit tout simplement que les planètes tournent autour du Soleil selon des mouvements dits elliptiques, dont le Soleil occupe un des foyers. Alors, dans ce terme, on a à la fois le mot elliptique, ellipse, et le mot foyer. Donc, deux termes que l'on va
définir de façon à bien comprendre de quoi il s'agit au niveau des ellipses. Alors pour aussi apprendre à dessiner une ellipse, je vous invite tout simplement ultérieurement à prendre un papier, une feuille A4, un carton et à prendre deux punaises, une ficelle et un stylo. Vous allez ainsi avec vos punaises pouvoir positionner ce qu'on appelle les foyers que je vais vous montrer. Alors pour nous, on va utiliser au niveau de notre tableau blanc, pour représenter ce que l'on appelle les foyers, deux aimants. Deux aimants et puis une ficelle. Une ficelle qui va représenter une certaine distance dans l'espace et on va rejoindre tout simplement notre ficelle à nos deux foyers. Et qu'est-ce qu'une ellipse? Eh bien, une ellipse représentera tout simplement l'ensemble des points, donc l'ensemble de la courbe, qui va être définie par la somme des distances depuis ces deux points de référence que sont les foyers. Alors, on va prendre notre feutre, notre distance est représentée ici, on va tirer notre corde et on va tracer notre ellipse de façon à pouvoir représenter ici un exemple d'ellipse. Nous avons donc ici la première loi dite des orbites où on a cette trajectoire où la planète, qui est par exemple positionnée ici, peut tout simplement, planète en position 1, se déplacer par exemple dans ce sens-là. Alors, quelles sont les caractéristiques de notre ellipse? Il y a plusieurs éléments de référence. Premièrement, cette ligne qui rejoint nos deux foyers que l'on appelle souvent F1 et F2. Cette ligne, on l'appelle la ligne des abscides ou également le grand axe de mon ellipse. Perpendiculairement, en passant par le milieu, donc avec un centre O, on va avoir une autre ligne qu'on appelle le petit axe. Donc, grand axe, petit axe, centre O et foyer. On voit donc que notre planète peut se déplacer sur sa trajectoire autour du Soleil qui va se retrouver bien tout simplement sur l'un des deux foyers, par exemple celui-ci ou celui-ci. On va prendre la position 1. Et donc notre planète peut ainsi se déplacer sur sa trajectoire et prendre différentes positions. Alors on va comprendre ce qui se passe au fur et à mesure que notre planète tourne autour du Soleil et on voit très nettement et très rapidement que notre planète peut très bien se retrouver assez proche du Soleil ou au contraire se retrouver assez éloignée du Soleil. Ces deux positions complètement opposées se nomment le péri-hélie, péri voulant dire proche, hélie, hélios, le Soleil, et l'aphélie, ça veut dire loin du Soleil. Ce sont nos deux positions extrêmes sur notre trajectoire elliptique. Une question, Priscilla? Oui, alors nous avons une question pour le chat. Quelqu'un demande s'il y a un rapport entre la forme de l'ellipse et les saisons. Alors pas du tout, puisque les saisons sont dues à un autre phénomène, tout simplement, l'inclinaison de la Terre sur son orbite. Là, on ne fait que décrire la trajectoire elliptique de la planète, mais absolument pas le phénomène de saison qui est dû à un autre phénomène, c'est tout simplement le basculement de l'axe de la planète par rapport au plan de l'orbite sur laquelle elle se déplace. Et pour la Terre, effectivement, il y a un angle d'environ 23 degrés qui est à l'origine des saisons. D'ailleurs, preuve en est, c'est que le périhélie, le point où justement on est au plus proche du Soleil, on pourrait se dire il fait plus chaud, donc c'est l'été. Eh bien non, ça correspond au 4 janvier, 4 ou 5 janvier, donc au contraire à la période où on est en hiver. Inversement, nous avons effectivement la période estivale qui correspond à l'aphélie qui va arriver au mois de juillet. Donc aucune relation entre l'ellipse et les saisons. Alors on voit assez rapidement que notre forme elliptique représente une forme relativement aplatie, un peu comme un ballon de rugby, et on va s'amuser tout simplement à essayer de voir ce qui se passe avec la même longueur si on déplace nos foyers. Par exemple, je vais prendre un foyer ici et nos deux foyers ici. Et je refais mon dessin d'ellipse. Je vais refaire mon dessin d'ellipse. Et là, vous allez constater une chose, c'est que mon ellipse, hop, on va continuer, mon ellipse semble beaucoup plus aplatie. Pourquoi?
Eh bien parce que j'ai écarté mes foyers. Au contraire, si je rapproche mes foyers, eh bien je vais avoir une ellipse qui, elle, cette fois-ci, sera complètement différente et qui va se rapprocher progressivement d'une forme circulaire. Et la forme circulaire sera atteinte lorsque nos deux foyers seront confondus en un même point unique. Donc un cercle, c'est une ellipse particulière, c'est une ellipse qui a, avec ses deux foyers, concentrés en un même point. Inversement, on a des ellipses beaucoup plus difformes, en quelque sorte, beaucoup plus étendues lorsqu'on a nos foyers très écartés. Alors là, ça c'est le hasard qui fait que les planètes ont telle ou telle forme d'ellipse. Et cette forme d'ellipse, c'est ce qu'on appelle en astronomie l'excentricité. Quelqu'un d'excentrique, un petit peu original, ben là c'est pareil, on a des excentricités d'orbite plus ou moins aplaties. Alors cette excentricité, elle se mesure avec deux paramètres, à partir tout simplement de la valeur qu'on appelle A, ici le demi-grand axe de mon orbite elliptique, et puis de la distance au foyer. Alors si par exemple ici je reprends ma position initiale, ici je vais avoir par exemple la valeur ici, C, qui est la distance entre le foyer et le centre de l'ellipse. Eh bien le rapport de C sur A me donnera l'excentricité. C'est une valeur qui va osciller entre au-dessus de 0 et inférieur à 1. Ainsi, la Terre, par exemple, a une orbite elliptique relativement peu excentrique. La Terre, c'est 0,017 pour la Terre. Alors que certains objets, comme les comètes, peuvent avoir des excentricités à 0,8, 0,9. Donc des orbites très elliptiques, c'est le cas de la comète de Halley par exemple, qui passe très près du Soleil, mais qui va au contraire très très loin dans l'espace, puisqu'elle va au-delà de Saturne, et elle se rapproche même d'Uranus. Elle est entre Saturne et Uranus pour son point le plus éloigné, la Phélie. Donc voilà la première loi de Kepler, la première loi qui énonce que toute planète, tout corps céleste, traverse, se déplace dans le système solaire selon cette loi des mouvements de nature elliptique. Alors cette loi a été énoncée en 1609 par Kepler dans son ouvrage Astronomia Novea, avec une deuxième loi que je vais vous présenter dans un instant. Voilà donc ce que l'on peut dire d'une façon générale sur ce mouvement des planètes autour du Soleil en trajectoire elliptique. Alors deuxième loi. La deuxième loi va permettre de comprendre ce qui se passe par rapport au déplacement et à la vitesse des planètes. Alors j'efface totalement mon ellipse et je vais vous en dessiner une nouvelle. On va redessiner notre ligne qui correspond au grand axe. On va se redessiner une ellipse, telle que celle-ci. Donc je rappelle, c'est l'ensemble des points qui se situent toujours, dont la somme est toujours la même par rapport à F1 et F2. Et j'ai mon centre O ici. Donc là, j'ai une excentricité qui est quand même assez importante, qui est de l'ordre de 0,5, puisque vous voyez, j'ai à peu près ici la valeur C, qui est égale à la moitié de la valeur A. Donc j'ai une excentricité d'environ 0,5. Donc c'est une orbite déjà un petit peu aplatie. Imaginons une planète qui se situe par exemple par ici, en position 1, et qui se déplace sur son orbite, et qui se retrouve au bout d'un certain temps, mettons un mois, en position 2. Eh bien ma planète va se déplacer en donnant l'impression de balayer une surface ou une aire, c'est pour ça qu'on appelle ça la loi des aires, en un certain temps t. Eh bien la deuxième loi de Kepler nous dit que les aires à aire égale, balayées, égale temps égal. Ce qui signifie que si je prends mon aire ici et que j'essaye de la redessiner à un autre endroit de mon ellipse, par exemple, je peux considérer que l'aire qui est ici est à peu près la même aire que je trouve ici. Eh bien, je vais avoir une position 3 ici, une position 4, et je vais avoir un certain temps ici. Eh bien, la loi nous dit que le temps ici est identique à R égale balayé égale
temps identique pour se déplacer d'un point à un autre. Alors peut-être une question, Priscilla? Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que, visiblement, plus la planète est éloignée du Soleil, plus sa vitesse est grande. Est-ce que c'est vrai? Ah non, justement, c'est l'inverse qui se passe. Puisque ici, on voit très bien que pour aller de P1 à P2, ma planète se déplace de cet endroit à cet endroit et va parcourir en un temps T une certaine distance. Et qu'ici, pour aller de P3 à P4, eh bien, ma planète va parcourir une certaine distance, mais dans le même temps. Donc, elle va plus lentement. Et ici, elle accélère. Donc, on voit bien que les planètes ont un mouvement, une vitesse orbitale qui varie en fonction de sa proximité au Soleil. Et déjà, Kepler avait pressenti le fait que le Soleil pouvait influencer la vitesse des planètes. Il avait pressenti ce que plusieurs années après, Newton énoncera dans sa théorie de la gravitation universelle. Alors voilà la deuxième loi qui permet de modéliser tout simplement le mouvement des planètes et de comprendre et de calculer éventuellement à quel endroit vont se situer les planètes quand on connaît leur période. Et puis Kepler, un petit peu plus tard, en 1619, va nous énoncer une troisième loi, qui est la loi des périodes. Justement, le temps que met une planète à se déplacer tout autour du Soleil. Alors on va rester sur notre forme elliptique. Ce que l'on appelle la période en astronomie correspond au temps global que va mettre une planète à effectuer une révolution complète autour du Soleil. Je rappelle que le demi-grand axe correspond à cette distance qui correspond à la moitié, en quelque sorte, de la valeur globale de l'ellipse. Eh bien, Kepler va nous annoncer une troisième loi qui va nous dire que le demi-grand axe, en quelque sorte, ou le carré de la période de révolution, divisé par le cube du grand axe, est égal à une constante, une valeur unique, quelles que soient les planètes. Une question, Priscilla? Oui, on nous demande qu'est-ce que c'est que la constante? Alors la constante, on apprendra un petit peu plus tard, notamment dans la théorie de la gravitation universelle par Newton, que dans cette valeur de constante, il existe principalement deux paramètres, ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle, et la masse d'un objet qui retient l'ensemble, c'est la masse du Soleil. C'est-à-dire que cette constante est indépendante des planètes. Ou alors, il faut une planète très massive pour modifier légèrement cette constante, ce qui est le cas de Jupiter. Mais pour le reste des planètes, on peut considérer que cette constante est la même pour toutes les planètes. Ce qui signifie qu'il y a une relation entre les planètes grâce à cette troisième loi de Kepler. Et c'est cette relation qui, un petit peu plus tard, et ça sera l'objet de ma deuxième intervention la semaine prochaine, qui permettra de calculer notamment la distance que l'on a au niveau des planètes dans le système solaire. Car à l'heure actuelle, quand on connaît la loi de modélisation des mouvements des planètes, il est impossible de connaître la distance des planètes. Tout ce que l'on peut connaître, c'est leur période et éventuellement le mouvement de l'ellipse, le mouvement de la trajectoire de la planète. Mais il est impossible de connaître la vraie valeur de la distance de la Terre au Soleil, par exemple, ou du Soleil à Mars. Donc il faudra attendre quelques années. Ça sera l'objet de ma deuxième intervention pour comprendre effectivement comment on a pu calculer les distances dans le système solaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Et puis maintenant... Merci beaucoup Olivier pour cette intervention. Donc nous retrouverons Olivier la semaine prochaine, donc le lundi 29 à 15h pour une nouvelle intervention. Et sinon nous vous attendrons demain pour voir, pour en savoir un petit peu plus sur l'intelligence artificielle avec Émilien Griot. Bonne soirée à tous. Au revoir.